L'innovation, ce n'est rien de dire qu'aujourd'hui elle fait l'objet d'un immense consensus dans les pays occidentaux, depuis les hommes politiques jusqu'aux chefs d'entreprise. Tout le monde ne jure plus que par l'innovation qui est censée sauver les économies occidentales. Bon, consensus, c'est bien, on peut s'en réjouir parce que ça va faire avancer les choses. Seulement, bon, du consensus à la mise en œuvre de l'innovation, il y a un pas immense à franchir. L'innovation, c'est un phénomène complexe. On peut se rappeler ce que disait il n'y a pas tellement longtemps Bertrand Collomb, l'ex-PDG de Lafarge, qui avait mis l'entreprise de béton sur la route de l'innovation. Il disait la technologie, la recherche, c'est facile à définir, on sait ce que c'est, on sait comment en faire. Il n'y a pas de problème. La technologie, c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin, en gros, les entreprises savent maîtriser les technologies. Mais, dit-il, l'innovation est un phénomène beaucoup plus complexe, beaucoup plus protéiforme, beaucoup plus difficile à saisir. C'est probablement pour ça que, entre le consensus sur l'innovation et sa mise en œuvre, il y a un monde à franchir. Il semble qu'on pense souvent que innover, c'est faire comme avant, en rajoutant un peu plus de R&D. On va montrer que, à mon avis en tout cas, il n'en est rien, que l'innovation est quelque chose qui remet profondément en cause les fondements même de l'entreprise. Bon, pour commencer, il faut peut-être définir ce que c'est que l'innovation, parce qu'il y a autant de définitions que de gens. Et bon, en fait, une définition sur laquelle tout le monde peut s'accorder, c'est l'innovation et la mise en œuvre réussie économiquement d'une idée nouvelle sur un marché. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais ça a des conséquences importantes. La première, c'est que innovation signifie réussite. Une innovation ne peut être identifiée qu'a posteriori. Un produit nouveau, aussi génial, aussi original, aussi plein de technologies soit-il, qui ne réussit pas sur le marché, n'est pas une innovation. Typiquement, Apple, qui a beaucoup innové, a aussi eu ses échecs. Il avait inventé dans les années 90 le PDA avec le Newton. C'était un produit absolument merveilleux, rempli de technologies, qui, manque de chance, n'a connu aucun succès. Donc le Newton d'Apple, finalement, c'est un échec, ça n'a pas été une innovation. L'innovation, ça a été quelques années plus tard, le fait de l'entreprise Palm Pilot qui a sorti le Palm qui a connu une grande réussite et qui a créé le marché du PDA. Donc la réussite d'un produit sur un marché, c'est ce qui fait l'innovation. Ce qui a une conséquence importante, ça veut dire que une invention n'est pas une innovation. Une invention peut être source d'innovation, mais en aucun cas elle représente une innovation. Voilà, donc voilà pour la définition. Il y a une chose importante, c'est de distinguer les différents types d'innovation qu'on peut rencontrer. Alors les bouquins de niveau terminal vous disent qu'il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation incrémentale et il y a l'innovation radicale. Bon, l'innovation radicale, c'est celle qui fait l'objet de tous les rêves. Quand on parle d'innovation, on rêve d'innovation radicale. L'innovation incrémentale, c'est l'innovation de tous les jours, c'est celle que les entreprises, depuis des années, font au jour le jour. Ça consiste, comme son nom l'indique, à améliorer en permanence les produits qu'elles sortent sur le marché. Bon, typiquement, l'industrie automobile est le champion de l'innovation incrémentale. L'automobile, finalement, si on regarde bien, n'a pas fondamentalement changé depuis plus d'un siècle. C'est toujours 4 roues, un moteur explosion, un volant. Mais la voiture d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Elle a progressé de façon absolument formidable par incrémentation successive. On a amélioré la voiture. La même chose avec les ordinateurs, les micro-ordinateurs qui, depuis les années 80, ont la même architecture et voient leur performance s'améliorer sans cesse. Donc une innovation radicale, les entreprises connaissent, c'est quelque chose qu'on pratique couramment.
L'innovation, je disais, dont tout le monde rêve, c'est l'innovation radicale. Radicale, ça veut dire on change de technologie, on change d'architecture et on arrive avec un produit, un service, un business model, un procédé, enfin peu importe, puisque la problématique est la même, qu'on parle de produit, de service, de procédé ou de business model. On arrive avec une nouveauté qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Typiquement, le DVD a été une innovation le DVD, je veux dire, pardon, le CD a été une innovation radicale. Le disque vinyle est parti aux oubliettes. On a changé de technologie, on est passé au numérique. Le disque compact n'a plus rien à voir avec le disque vinyle, si ce n'est qu'il est circulaire. Bon, ça a été la même chose avec le réacteur qui a remplacé les turbopropulseurs, etc. Bon, on connaît tout un tas d'innovations radicales qui ont jalonné le chemin des entreprises. Il y a une autre innovation qui fait partie un peu de la catégorie des innovations radicales, mais qu'on connaît moins et qui est ma préférée, en fait, parce que elle est très subtile et puis elle a une forte charge. Elle dynamite, elle est capable de dynamiter les entreprises. Cette innovation, l'idée de cette innovation, c'est Clayton Christensen, un professeur à l'université de Harvard, qui l'a popularisé dans son livre The Innovator Dilemma, qui était sorti il y a une quinzaine d'années, et qu'il a appelé Disruptive Innovation. Alors, Disruptive Innovation, on a tendance en France à traduire ça par innovation de rupture, et en fait, ça conduit à ce qu'on se mélange un petit peu. Ça n'a rien à voir avec l'innovation de rupture, qui est le terme qu'on emploie en général en France pour désigner les innovations radicales. Ce qu'il entend par disruptive innovation, c'est innovation disruptive, ça signifie turbulence, signifie perturbateur. C'est une innovation qui joue un jeu différent de l'innovation traditionnelle. Traditionnellement, l'innovation, c'est toujours améliorer l'existant, c'est faire des produits plus performants, que ce soit par suite d'innovations incrémentales ou que ce soit par une innovation majeure de type radical. Ce que dit Christensen, c'est qu'à force d'améliorer les produits, on fait grimper le produit en performance de façon continue ou discontinue. C'est formidable. Ça satisfait des clients très exigeants, ça satisfait de plus en plus de clients très exigeants, ça permet aux entreprises de garder des marges importantes, mais ce faisant, il se produit un phénomène qu'on connaît tous bien, c'est que le produit devient plus cher, il devient plus compliqué, et il dépasse les attentes de beaucoup de clients, ceux qui ne sont pas les plus exigeants, mais qui attendent juste un service d'un produit. Il dépasse les attentes, ce qui fait que bon, les gens hésitent à se l'offrir. On a tous connu des produits qui ont des fonctionnalités considérables et dont on n'utilise que quelques pourcents des fonctionnalités. Alors non seulement les clients les moins exigeants rechignent un peu à acheter ce produit qui devient trop cher et qui en fait trop à leur goût, mais il y a toute une population de gens, les non-consommateurs de produits, qui aimeraient bien avoir disposé de quelques-unes des fonctionnalités de ce produit, mais qui ne peuvent pas se l'offrir. Donc l'innovation turbulente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive sur le marché avec un produit nettement moins performant, mais qui va offrir à une grande quantité d'utilisateurs quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se payer. Alors typiquement, ça a été quoi les grandes innovations turbulentes des années passées? Ça a été bien sûr le micro-ordinateur. Le micro-ordinateur, quand il est sorti dans les années 70, qui s'est commencé à se populariser dans les années 80, est un produit absolument ridicule du point de vue des performances. Ça n'avait rien à voir avec les mini ou l'ordinateur de l'époque ou avec les mainframes. Seulement, malgré ses performances ridicules, il avait quand même un intérêt absolument fantastique aux yeux de millions de gens, c'est qu'il permettait à tous ces gens, the rest of us, comme disait Steve Jobs, d'accéder à la puissance informatique et pouvoir s'amuser, travailler, faire des choses avec un ordinateur. Bon, le succès qu'a connu le micro-ordinateur, on le connaît tous. Alors cette innovation turbulente,
elle a une caractéristique, c'est qu'elle prend à contre-pied les acteurs établis du marché. Eux, ils cherchent constamment à garder ou à augmenter leur marge. Ils se trouvent face à un produit qui est moins cher, qui est moins performant, dont les marges sont ridicules souvent par rapport à celles qu'ils faisaient. Les mainframes d'IBM, les marges étaient de 60%, les mini, les marges étaient de 30 ou 40%, le micro, les marges sont de 10 à 20% et de moins en moins. Donc les entreprises établies, face à une telle innovation, ont deux solutions, soit l'adopter, ce qu'elles font rarement parce que ça lamine leur marge et ça laisse un boulevard aux nouveaux venus avec son innovation, soit continuer à fuir vers le haut de gamme. Un autre exemple d'innovation turbulente que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui que tout le monde connaît de la Logan. Louis Schweitzer, quand il était patron de Renault, a quand même eu l'idée absolument géniale de se dire « Bon sang, mais on fait des voitures toujours plus performantes, toujours plus chères, c'est bien, mais regardons dans les pays émergents ce qui se passe. Les gens de ces pays-là n'ont pas les moyens de s'offrir une voiture créée en Occident, une voiture neuve créée en Occident. Donc ils peuvent s'acheter des voitures de très mauvaise technologie, des voitures d'une technologie d'il y a 20 ans qui sont fabriquées dans ces pays, ou acheter des voitures d'occasion. Et si on leur faisait une voiture qui soit nettement moins chère, qui soit de bonne qualité, qui soit à l'état de l'art de la technologie et qui soit capable de s'acheter. Il a lancé cette idée, c'était le fameux concept de voiture à 5 000 € à l'époque. Et le concept a eu un succès absolument formidable dans les pays émergents. Et surtout, on s'est rendu compte que cette voiture aux performances moins sophistiquées que la gamme des constructeurs, que proposaient les constructeurs, on s'est aperçu que cette voiture, elle a même séduit une grande clientèle dans les pays occidentaux. Tous les gens qui, finalement, n'ont pas besoin de tous les gadgets, de toute la sophistication, pardon, de toute la sophistication des derniers modèles, et qui, soit parce que c'est une seconde voiture, soit parce qu'ils se fichent de la voiture, ils ont juste besoin d'un moyen de transport, sont très heureux de pouvoir s'acheter un véhicule qui les transporte, qui est robuste, fiable et qui fonctionne de façon correcte. Alors, bon, cette innovation turbulente, un point, peut-être, dernier point là-dessus, ça s'identifie pas un produit bas de gamme. Le micro-ordinateur n'est pas un micro-ordinateur bas de gamme. La Logan n'est pas une voiture bas de gamme. C'est une voiture qui a été conçue pour ne pas être chère. Elle a mis en œuvre beaucoup de technologies, beaucoup de développement spécifique, beaucoup de brevets. Elle a mis en œuvre toute une politique industrielle qui a été de racheter Dacia pour fabriquer cette voiture en Roumanie, puis d'établir des usines dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Et elle n'est pas une voiture bas de gamme, elle est une voiture qui vient satisfaire un besoin qui jusque-là n'était pas satisfait par les véhicules qui étaient mis sur le marché. Alors pourquoi j'insiste tant sur l'innovation turbulente, c'est que à côté de ça, il y a un concept dont on a assez peu parlé, qui fait suite à un article paru il y a quelques mois dans Harvard Business Review, article qui a été écrit par un consultant et un spécialiste de l'innovation américain d'origine indienne, Vijay Govindarajan, qui se fait appeler Vijay, ce qui est quand même plus pratique. Donc Vijay et l'autre auteur de cet article était Jeffrey Immelt, le PDG de General Electric. Et eux avancent l'idée finalement assez révolutionnaire d'innovation inversée. Alors l'innovation inversée, de quoi s'agit-il? En fait, dans un premier temps, l'innovation naissait en Occident, était diffusée dans le monde entier, notamment dans les pays émergents. Et puis, bon, les pays émergents, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec cette innovation. Soit ils pouvaient se l'offrir, soit ils ne pouvaient pas se l'offrir. On s'est rendu compte un peu plus récemment que les pays émergents, la Chine, l'Inde, bien sûr, avaient des besoins spécifiques. Et est née l'idée de faire concevoir des produits pour ces marchés par les gens de ces pays eux-mêmes. On a eu un exemple avec Nokia qui s'est dit, bah tiens, finalement,
Les Indiens, ils n'ont pas le pouvoir d'achat des Occidentaux, mais ils aimeraient bien utiliser un téléphone. On va faire concevoir en Inde un téléphone qui satisfera le besoin des pays indiens. Donc deuxième phase, l'innovation pour les pays émergents naît dans les pays émergents. Ce que disent Immelt et Vijay, c'est qu'il y a une troisième phase qui est en train d'apparaître aujourd'hui, sur laquelle General Electric s'est lancé, et ce qu'ils appellent l'innovation. C'est de dire, voilà, on va concevoir des produits innovants dans les pays émergents, pour les pays émergents, et puis ces innovations, elles ne vont pas rester là. On va dans une seconde phase les aider à se développer sur les marchés occidentaux. Alors c'est ce qu'a fait General Electric. Alors ils ont conçu plusieurs appareils en Inde qu'ils ont adaptés après aux besoins des pays occidentaux et ils sont arrivés sur le marché américain avec des produits aux caractéristiques différentes, beaucoup moins chers et qui offraient un tout nouveau service aux utilisateurs américains. Donc c'est vraiment un concept à rapprocher de l'innovation turbulente parce qu'on part de produits plus simples, mais cette fois, ils diffusent vers les pays occidentaux. Et ce que dit Immelt, il dit pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que si je fais pas ça, c'est les Indiens ou les Chinois qui vont le faire et qui vont venir manger notre marché. Et justement, je reviens, pour revenir sur la Logan là-dessus, finalement, la Logan, ça aurait dû logiquement être une entreprise comme Tata qui a pris le train en marche, là, avec sa Nano qu'il a sorti après. Ça aurait dû être logiquement une entreprise indienne ou chinoise qui sorte ce véhicule. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment tirer son chapeau à Louis Schweitzer d'avoir été le premier à oser faire ça. Donc voilà, voilà le décor à peu près fixé, innovation incrémentale, radicale, turbulente, inversée. Voilà, en gros, les grands types d'innovation que l'on rencontre. Second problème, l'innovation et la technologie. Bon, la technologie, ça fait absolument aucun doute, est source d'innovation. Bon. Et qu'à prendre l'exemple du circuit intégré, inventé en 1958. Le circuit intégré et sa technologie de fabrication ont donné naissance au microprocesseur. Le microprocesseur a engendré la micro-informatique, et puis ça a engendré la téléphonie, et puis ça a engendré toute la société de l'information. C'était un bouleversement absolument considérable, qui n'a pas fini de se produire d'ailleurs. Bref, on a eu une nouvelle technologie et la nouvelle technologie a engendré une foule d'innovations absolument considérables. De là à dire que pour innover, il faut une nouvelle technologie, beaucoup de gens semblent franchir le pas. Finalement, quand on voit ce que disent les gouvernements, quand on voit les efforts qu'on fait porter sur la R&D. Derrière cette idée d'augmenter la R&D, il y a l'idée on va mettre à jour une nouvelle technologie, quelque chose d'aussi formidable que le circuit intégré, qui va donner naissance à des multitudes d'innovations. Alors on court après depuis, je sais pas, 20-30 ans, on court après derrière la technologie miracle qui va donner naissance à ce que Schumpeter appelait une grappe technologique. Alors on a eu comme ça beaucoup de faux départs. On a vu apparaître les biotechnologies dans les années 80. Alors ça y est, c'est formidable avec les biotechnologies, engendrer une foule d'innovations formidables. Bon, alors c'est vrai, les biotechnologies s'engendrent de l'innovation, mais ça n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on espérait encore. Il faut être un peu plus patient. Puis maintenant, c'est les nanotechnologies. Les nanotechnologies, ça va être génial, on va faire plein de trucs. Bon, alors ça, c'est une chose. Le problème, c'est que c'est bien beau de courir après les technologies, mais finalement, si on regarde bien, il n'y a pas nécessairement besoin de technologie pour innover. Et ça, c'est très important parce que définir une politique, ça veut dire que définir une politique d'innovation, c'est pas nécessairement ne définir qu'une politique de recherche et de technologie. Alors, une innovation absolument extraordinaire qui a changé le commerce mondial, qui a accéléré
les échanges internationaux, qui a boosté la mondialisation. C'est une innovation extraordinaire qui ne doit rien à la technologie. Cette innovation est le fruit d'un camionneur américain, Malcolm McLean, qui a inventé le container. Alors le container, bon, lui, il en avait assez de se croiser les bras en attendant que les bateaux déchargent les marchandises une par une. Il a inventé le container, et puis le container s'est développé. Il a accéléré de façon très significative le transport, donné lieu au transport combiné, etc. Donc voilà, un exemple d'innovation qui ne doit rien à la technologie. Il y en a un autre exemple absolument majeur d'innovation qui est le fruit de Georges Doriot. Et lui, il a inventé le capital risque. Le capital risque, il a inventé ça en créant sa boîte en 1946. Et le capital risque, c'est lui qui a donné naissance aux start-up. Et il n'y a pas de technologie là-dedans, c'est purement une innovation financière, une innovation de service. Donc attention, quand on parle d'innovation, ce n'est pas que de la R&D. D'ailleurs, les politiques... Il y a un exemple très intéressant, c'est du crédit d'impôt recherche qui est censé booster l'innovation. Tout le monde est content du crédit d'impôt recherche, sauf quelques-uns qui disent on aimerait bien que ça fasse autre chose que aider à la recherche et développement, on aimerait bien que ça aide l'industrialisation, on aimerait bien que ça aide en aval de commercialisation des innovations. Il y a beaucoup de gens qui réclament aujourd'hui ce qu'ils pourraient appeler un crédit d'impôt innovation, c'est-à-dire quelque chose pour booster l'innovation et pas seulement la recherche. La recherche, la R&D a énormément changé justement avec l'arrivée des start-up. Et hier, le processus d'innovation était assez simple. Il y en avait une entreprise qui avait un savoir-faire en recherche-développement. Elle était à peu près capable, dans les années 50-60, de maîtriser toutes les technologies dont elle avait besoin, et à l'intérieur de ces grands laboratoires de R&D. Et puis finalement, c'est aperçu dans les années 80 que ces entreprises qui fonctionnaient formidablement sur un cirque vertueux, on fait plus de recherche, ça nous conduit à sortir des nouveaux produits qui font des profits, et avec ça on fait de la recherche, etc. On s'est aperçu que le formidable cercle vertueux, là, c'était un peu épuisé. La raison à cela, c'est que sont arrivés sur le marché des tas de start-up qui innovaient et qui sortaient des choses nouvelles. Et le principe étant que n'importe quelle personne qui avait une idée un peu originale était capable de trouver du capital pour le financer, que ce soit un chercheur dans un labo, un chercheur dans une entreprise. Et du coup, l'offre d'innovation s'est multipliée, ce qui fait que les entreprises sont passées, ont pris conscience que finalement, elles ne pouvaient plus tout faire par elles-mêmes. Et est apparu dans les années 80 le concept d'open innovation que tout le monde met en œuvre aujourd'hui, qui consiste à dire attention, on ne peut plus faire tout seul, il va falloir aller chercher les bonnes idées ailleurs, dans les universités, dans les centres de recherche, un peu partout. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est Henry Chesbrough qui avait créé un bouquin qui s'appelle Innovation, qui a popularisé cette idée. Et ce qui est intéressant, c'est que il dit voilà, il faut passer de la R&D fermée à l'open innovation. Alors, il y a une espèce de glissement sémantique qui dit pas qu'il faut passer de la R&D fermée à la R&D ouverte, ce que fait tout le monde. Il faut passer à l'open innovation, à l'innovation ouverte. Alors, en réfléchissant un peu, je me dis pourquoi il y a ce changement sémantique. Tout simplement parce que le contexte a totalement changé. Hier, les entreprises, finalement, innovaient au coup par coup. On sortait une voiture, on attendait 5 ans, on sortait le modèle suivant. Ça ne marche plus du tout aujourd'hui. Il y a de l'innovation partout, il faut se battre tous azimuts. Et donc, il faut que l'entreprise, aujourd'hui, soit capable de produire un flux permanent d'innovation sans arrêt, que ce soit de l'innovation incrémentale, de l'innovation radicale. Il faut qu'elle renouvelle constamment son offre de produits. Et le grand problème, finalement, avec l'innovation, c'est que l'entreprise n'a jamais été créée pour innover. L'entreprise, pendant un siècle, elle s'est créée sur une idée simple, c'est on va s'organiser de façon à produire
de la façon la plus répétitive possible, avec le moins de risques possible, des produits de plus en plus parfaits. On va viser l'excellence industrielle, et puis de temps en temps, on innove un petit peu pour faire face à la concurrence. Mais pour faire ça, on prend des gens dans chaque métier. Chacun connaît bien son métier, le comptable est un bon comptable, le financier est un bon financier, le chef d'atelier est un bon chef d'atelier, le directeur de production, et on va améliorer nos produits et produire toujours mieux, toujours moins cher. Voilà, c'est bien ça qui ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut innover en permanence. Et innover, c'est le contraire du mode de production de l'entreprise. Donc, quelque part, cette notion d'innovation aujourd'hui conduit à réinventer complètement l'entreprise. Il faut centrer l'entreprise autour du processus d'innovation, ce qui est finalement aux antipodes de ce pourquoi elle avait été créée. Et puis en faisant, il ne faut pas non plus lâcher la proie pour l'ombre et puis oublier l'excellence industrielle. Donc voilà bien le défi qui se pose aujourd'hui aux entreprises. Il est de créer un nouveau mode de management qui va lui permettre d'innover en permanence. Comme disait Gary Hamel, qui est un des gourous américains du management, il arrive un moment où on ne peut plus faire les choses nouvelles avec les idées d'hier. Et aujourd'hui, le défi, il est bien justement d'inventer un mode de management qui va permettre de sortir ce flux continu d'innovation. Alors aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui savent le faire. L'exemple type, c'est Apple, mais elles le font de façon empirique. C'est-à-dire que, comme Steve Jobs est un fanatique d'innovation, il a inventé ce modèle. Les autres entreprises courent après ça et essayent d'inventer ce modèle-là. Et bon, il est évident que le défi des années à venir, c'est d'inventer un modèle qui va permettre à l'entreprise de continuer à produire de l'excellence industrielle et surtout à innover de façon permanente. Donc, à mon avis, c'est bien là l'enjeu majeur, et c'est pour ça que l'innovation remet en cause les fondements de l'entreprise. Il conduit à réinventer l'entreprise pour faire face à ce défi. Et typiquement, je veux dire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est un cadre d'une grande entreprise française de produits électriques qui me disait un jour, notre patron nous a dit, ah ben voilà, il faut que vous fassiez comme Apple. Et en fait, c'est pas du tout ça le jeu. Ça va pas venir de la base, l'innovation, ça va venir du haut. En fait, c'est le patron qui devrait se dire à lui-même, il faut que je fasse comme Steve Jobs. Il faut que je crée ce mode d'innovation. Là-dessus, on peut lire le livre de Alan Lafley, Alex P.J. Procter et Gamble, qui lui s'est attaché pendant une dizaine d'années où il était PDG de l'entreprise à justement essayer de recréer complètement l'entreprise autour du processus d'innovation. Son bouquin qui s'appelle The Game Changer, à mon avis, est à recommander à tout le monde. Enfin bon, en tout cas, le défi est bien réel. Le fait qu'il y ait un consensus aujourd'hui pour dire que l'innovation est la seule arme avec laquelle on peut se battre contre les pays émergents fait qu'on a bon espoir d'y arriver. Merci.